Où va le monde? Sommes-nous entrés dans l'ère du désordre mondial? La mondialisation, échec ou réussite? Quel avenir aussi pour l'Union européenne? Les défis européens, des questions et des réponses avec Pascal Lamy, l'invité du Grand Angle. Bonjour Pascal Lamy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez notamment travaillé avec Jacques Delors à Paris et à Bruxelles, à la Commission européenne. Vous avez ensuite été commissaire européen au commerce, plus tard le directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, de 2005 à 2013. Alors on va parler avec vous de l'état du monde, des dynamiques qui mènent le monde aujourd'hui, de la mondialisation, de ses conséquences, de l'impact aussi de Donald Trump sur la marche du monde et du rôle de l'Europe dans cette partition planétaire. Alors vous aviez publié en 2017 avec Nicole Nesotto Où va le monde? Trump et nous, c'était un rajout, vous venez de me le dire, un livre qui ressort en format de poche chez Odile Jacob et qui reste au cœur de l'actualité, on va le voir, puisqu'avec la fin de la guerre froide en 90, on pensait que le monde allait entrer dans une ère de stabilité, de libre-échange sans barrière, de croissance continue, l'ère de la globalisation ou de la mondialisation. 30 ans plus tard, Pascal Lamy, comment va notre monde? Il ne va pas comme on pouvait penser à l'époque qu'il irait. C'est-à-dire que ce grand mouvement de globalisation, dont le vrai moteur est la technologie, qui écrase le coût de la distance et donc facilite la multilocalisation des activités de production, de biens, de services, la libre circulation des personnes, des capitaux dans la planète. Cette globalisation est toujours là, mais les convergences qu'on lui prêtait, enfin que certains lui prêtaient, moi j'ai toujours considéré qu'elle avait de bons côtés et de moins bons côtés, et que finalement ça dépendrait de ce qu'on en ferait. Ouais. Mais il y avait quand même l'idée que, au fond, les États-Unis un jour apaiseraient un peu leur système hyper-capitaliste, que les Chinois, rentrant dans l'économie mondiale, finiraient par nous ressembler un peu, et que toute cette convergence menait vers un monde plus uni, plus pacifique, plus stable. Bon. Je crois que ça n'est pas le cas. Et la raison, de mon point de vue, et je l'ai vécu pendant toutes ces années, la raison principale, c'est la crise de 2008. Qu'on a, disons, plutôt bien absorbée sur le plan économique, mais qu'on a très mal absorbée sur le plan social, sur le plan symbolique. Au fond, c'est probablement ce qui a commencé à faire diverger les États-Unis vers un modèle plus dur, et dont nous savons que socialement, il est beaucoup plus dur que le modèle européen. Et qui a permis l'élection de Trump. Et donc, l'élection de Trump, qui elle-même entraîne une divergence des États-Unis par rapport au concept même des concepts de globalisation. Et puis, du côté chinois, c'est un peu la même chose. La Chine de Xi Jinping n'est pas la Chine de Hu Jintao. Et finalement, c'est la crise de 2008 qui, en obligeant le pouvoir chinois à réaugmenter la partie de l'économie chinoise qui obéit au parti, qui, au fond, là aussi, la Chine a divergé de cette trajectoire dont on aurait pu penser que... bon. De ce que vous espériez au moment où la Chine est rentrée dans l'OMC. Absolument, absolument. Au fond, ce parcours d'intégration des États-Unis et de la Chine, en quelque sorte, pour simplifier, s'est interrompu à cause de la crise. Et nous sommes dans cette période. Et nous allons, dans les 10 ou 20 ans ou 30 ans qui viennent, nous allons devoir vivre avec une rivalité sino-américaine entre la Chine et les États-Unis perdant de leur puissance relative, la Chine gagnant de la puissance relative, au fond, dans un contexte plus troublé, plus instable, plus incertain qu'on n'aurait pu le penser. On peut dire qu'on est rentré dans une ère de désordre mondial depuis 2008 ? On est rentré dans une... Je n'irai pas forcément jusque-là, parce que beaucoup de gens ont un peu tendance, dès que le système international va moins bien, on a un peu tendance à idéaliser le système d'avant. J'ai vécu, comme commissaire européen, comme directeur général de l'OMC, une vie internationale dans laquelle c'était quand même des rapports entre les États qui faisaient ou non la gouvernance internationale. Et ça n'a jamais été très très bien. Mais ce qui est vrai, c'est que, au fond, les États-Unis, qui étaient un des piliers de cet ordre international... Et du multilatéralisme, d'une certaine manière. Qu'ils avaient voulu, certains disent à leur image... et d'ailleurs, les mêmes qui disaient que c'était à leur image et qu'ils regrettaient à l'époque regrettent maintenant que les États-Unis aient changé de bord d'un certain point de vue. Mais effectivement,
la grande différence, et je reviens à cette affaire de convergence, c'est que les États-Unis ne sont plus les principaux moteurs d'un système international régulé, parce que M. Trump est un nationaliste qui pense que puisque l'Amérique est ce qu'elle est, à coup de bras de fer bilatéraux, il va mieux se défendre ses intérêts qu'en s'intégrant dans du multilatéral. Et la Chine elle-même a aussi, d'un certain point de vue, changé de point de vue. Et je crois que plus les États-Unis taperont sur la Chine, et plus la Chine aura tendance à se refermer. Et en tant qu'Européens, si nous devons vivre avec cette rivalité sino-américaine dans les 10-20 ans qui viennent, je préférerais avoir une Chine ouverte, une Chine fermée. Alors vous vous êtes battu, en tout cas vous avez travaillé pendant des années pour le multilatéralisme, pour l'ouverture des marchés. Qu'est-ce que la mondialisation, dans votre esprit, devait apporter au monde? Et aussi, vous y avez fait allusion tout à l'heure, aux travailleurs. La mondialisation, au sens globalisation des systèmes de production, a énormément apporté en réduction de la pauvreté. Parce qu'une économie mondiale qui s'intègre et où, au fond, si chacun fait ce qui fait le mieux que les autres, c'est un système beaucoup plus efficace qui va créer plus de croissance, plus d'emplois, plus de bien-être. Mais il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde, et c'est pas le cas. Pour ça, il faut deux conditions. La première, c'est qu'il y ait des règles qui soient à peu près les mêmes au plan international. Et le processus d'harmonisation des règles, c'est au fond ralenti. Mais ça n'est pas la question essentielle, parce qu'il y a une deuxième condition qui est que les bénéfices économiques de cette globalisation soient correctement répartis entre les gagnants et les perdants. Et si vous faites quelque chose mieux que moi et moi que je fais quelque chose mieux que vous, on a intérêt à échanger, mais ceux qui chez vous font ce que je fais et ceux qui chez moi font ce que vous faites, ils vont pas être contents. Et donc, il y a un problème de gagnant-perdant. Et si les systèmes de redistribution, de sécurité sociale, de formation, de politique industrielle, de recherche ne traitent pas cette question, alors il y a un déséquilibre. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, dans une moindre mesure en Europe, parce qu'on a des systèmes sociaux beaucoup plus sophistiqués, mais néanmoins, c'est un peu ce qui s'est passé en Europe aussi. Et vous êtes en plein dans l'actualité des Gilets jaunes. Il y a encore des manifestations de Gilets jaunes aujourd'hui en France. Vous parlez de gagnants-perdants. Il y a des gagnants-perdants au niveau du monde, mais aussi des gagnants-perdants au niveau d'un pays, d'une société. Les Gilets jaunes se présentent souvent comme des perdants de la mondialisation. Est-ce que vous comprenez ce mouvement ? Je comprends très bien ça, étant entendu que la mondialisation a bon dos, parce qu'il y a quand même des pays où ça s'est très bien passé et des pays où ça s'est moins bien passé. Et si la performance économique et sociale française depuis 40 ans est moins bonne que celle de ses voisins, c'est pas la mondialisation. La mondialisation, elle s'est aussi imposée à l'Allemagne, à la Belgique, à l'Italie, à l'Espagne, à l'Angleterre. Bon. Donc il y a là-dedans des coefficients proprement français, qui sont d'ailleurs, de mon point de vue, plus dus aux évolutions de la technologie, au fait que dans l'économie digitale, dans l'économie de la connaissance, les choses ont tendance à se concentrer sur les villes. Les populations urbaines sont plus heureuses que les populations rurales. Et la France est un pays, si vous le comparez à ses voisins, au fond, où la densité moyenne est assez faible, et où, effectivement, si on ferme un hôpital, si on ferme une école, si on ferme une épicerie, ça pose des problèmes que ça ne pose pas forcément en Allemagne, qui est une grande conurbation, ni en Belgique, ni même en Angleterre, où, au fond, à partir du nord de l'Angleterre, vous êtes dans un désert. La France n'a pas de désert, c'est un de ses charmes. Et c'est aussi un de ses problèmes. Malgré tout, vous reconnaissez que la mondialisation, vous le dites d'ailleurs dans le livre, a creusé les inégalités sur les 5 continents et qu'elle profite, cette mondialisation, d'abord et avant tout aux classes les plus aisées. C'est exact, sauf dans les pays où les systèmes de sécurité sociale, de réduction de l'insécurité sociale, de redistribution ont permis d'amortir ces chocs. Et c'est évidemment pas le cas aux États-Unis, et on y revient, c'est la raison... Pas la seule raison, c'est probablement la raison principale pour laquelle Trump a été élu, même si ce qu'il essaie de faire en déglobalisant les États-Unis va rendre les États-Unis plus pauvres. Mais ça, on verra ça dans les années qui viennent. Alors c'est un livre où il y a plein de thèmes de réflexion géopolitique. Vous vous rappelez qu'on vit en ce moment à la fin de la suprématie occidentale sur le monde. C'est un grand bouleversement relativement nouveau, qui a pu être vu d'ailleurs par d'autres comme un rééquilibrage de cette puissance. Il y a aussi un constat plutôt pessimiste, on vient de le voir sur l'état du monde. Il y a ce dialogue avec la politologue Nicole Nesotto. Et puis il y a une réflexion qui est la troisième partie du livre sur l'Europe. Vous y avez déjà fait allusion. Alors à l'heure d'Orban en Hongrie, de Salvini en Italie, du Brexit, quels sont encore les atouts de l'Union européenne pour influencer le monde, comme vous dites ?
On a nos propres problèmes en Europe, on a Orban, on a la Pologne, on a ce Brexit qui n'en finit pas de commencer ou de se terminer. Pour autant, si vous regardez les choses avec un peu de recul, l'Europe reste l'endroit de cette planète où il fait le mieux vivre. Hein, si vous demandez à des non-européens qu'est-ce que c'est que l'Europe, ils ne vont pas rentrer dans des considérations très compliquées sur l'histoire, la philosophie, l'économie. Ils vont dire c'est un endroit où j'aimerais bien vivre. Mais l'Europe, c'était encore la solution, c'est devenu le problème? Alors, c'est évidemment, à mon avis, encore plus la solution qu'avant. Hein, si vous voulez, si ce monde n'a le choix dans les 20, 30, 40 ans qui viennent contre l'hypercapitalisme américain et l'hyper-collectivisme chinois, il ne va pas aller bien. Ouais. Hein, si nous, Européens, pensons que nos valeurs ne sont pas celles de l'hypercapitalisme et ou celles des Chinois, la seule solution, c'est de nous regrouper pour les défendre et les promouvoir ensemble. Et je connais beaucoup d'Africains, ou de Latinos, ou même d'Asiatiques, qui souhaitent extrêmement fort que le modèle européen reste disponible. Mais le modèle européen, est-ce qu'il ne faut pas le changer? Cette zone de libre-échange, plus ou moins, comment dirais-je, améliorée, plus ou moins efficace, est-ce qu'il ne faut pas passer à une autre Europe? Non, je crois que l'identité européenne, elle est là. C'est une économie sociale de marché, ce sont des démocraties, ce sont des économies modernes. Ce qu'il faut simplement, c'est probablement un peu plus de croissance dans les 5 à 10 ans à venir pour être capable de nous offrir ce modèle social que le monde nous envie et dont on sait très bien qu'avec le vieillissement de la population, par exemple, et le rétrécissement de nos populations en Europe, il va coûter plus cher. Et donc, nous devons améliorer notre modèle économique pour continuer à nous offrir, en quelque sorte, ce système social qui est loin d'être parfait. Il y a des pauvres en Europe, il y en a en France. Il n'empêche qu'il est moins violent. Nous sommes plus intolérants aux inégalités qu'ailleurs, même si nous avons nos propres problèmes. Et ça, je crois que l'identité européenne est là. Elle est dans cette sorte d'équilibre qu'au fond, les gens appellent le bonheur quand ils ne peuvent pas passer à des raisonnements trop compliqués. Merci pour cette profession de foi européenne. Et donc, je rappelle le titre de votre livre, hein, Où va le monde, avec un grand point d'interrogation, Trump et nous. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, Pascal Lamy, d'être venu en parler dans 60.